Bonjour et bienvenue dans Spotlight, le podcast 100% lillois qui met en lumière des secteurs économiques variés issus de la métropole et vous révèle les secrets de leur développement et leurs techniques managériales. Ce podcast est réalisé en collaboration avec notre école, l'IAE de Lille. Aujourd'hui, je reçois Philippe Blanchot, cofondateur de la Friche Gourmande. La Friche Gourmande se définit comme un food market, un lieu simple, convivial, mettant à l'honneur la street food. Après plusieurs années à Fives, la Friche Gourmande a déménagé à Marc-en-Barœul. On y retrouve 4 stands tenus par des restaurateurs indépendants, 2 bars, des jeux en libre accès, et le tout s'étend sur 1200 m² dans un ancien entrepôt des années 50. Philippe, bonjour. Bonjour aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que d'abord vous pourriez vous présenter, vous et votre projet, de la manière dont vous le souhaitez ? Oui, donc je m'appelle Philippe Blanchot, j'ai 28 ans et j'ai monté la Friche Gourmande avec un ami qui s'appelle Guillaume Souloumiac, qui a le même âge que moi. On a monté ça en avril 2018, d'abord à l'île-Fives, et ensuite on a monté un lieu à Marc-en-Barœul et un autre lieu à Toulouse, dont Guillaume est originaire d'ailleurs. On a monté la Friche Gourmande qui crée des lieux gourmands dans des anciennes friches industrielles qu'on réhabilite, des anciens lieux en tout cas qui sont reconvertis en restaurants, bars et espaces de jeu. Et le but de la friche, c'est vraiment de créer un endroit qui soit hyper convivial, abordable à toutes les bourses et qui permette du coup de retrouver de la bonne street food, des bonnes boissons locales, artisanales qui sont vraiment de la région, aussi bien sur l'île que sur Toulouse, et des espaces de divertissement avec de quoi jouer entre amis pour pouvoir vraiment y passer plusieurs heures sur le site et profiter à fond avec sa famille ou ses amis en groupe ou juste avec un ou deux amis. Ok, et du coup, justement, vous parlez que vous investissez des lieux qui sont en friche, désaffectés, qui sont plus utilisés. Et pourquoi ce choix ? Est-ce qu'il y a vraiment une motivation derrière ? Est-ce qu'il y a des avantages, du coup, à investir ce type de lieu ou à l'inverse, vraiment des difficultés lors de la mise en place de la friche ? Alors, ça pose un certain nombre de contraintes supplémentaires par rapport à un bâtiment neuf, mais aussi, c'est aussi par conviction. On préfère en fait essayer de restaurer des anciens lieux plutôt que de tout. En fait, finalement, la procédure classique, c'est de tout détruire et de recommencer avec du neuf. Nous, on y voit deux avantages. Bon, déjà, pour la planète, ça fait moins de travaux de reprendre quelque chose d'existant. Et en plus de ça, souvent, ça a beaucoup plus de cachet d'être sur de l'ancien que sur un bâtiment tout neuf. Donc, voilà, en fait, on prend beaucoup de plaisir aussi à jouer avec ces contraintes-là. Et chaque lieu est complètement unique et c'est ce qui en fait aussi son charme, puisqu'on n'est pas du tout dans de la standardisation classique d'un bâtiment neuf. Et c'est ça qui nous challenge un peu plus et nous donne envie aussi de continuer le projet. C'est vrai que vous avez vraiment essayé de créer une identité propre à la friche, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas un simple bar, c'est vraiment c'est un univers complet en fait. Je pense notamment au fait qu'il change selon les saisons, comme en ce moment on a la friche d'hiver où vous avez installé des igloos, des télécabines, un univers de ski, du fromage notamment aussi, ou même par rapport aux événements locaux. À Lille, vous essayez de faire des événements au niveau de la braderie par exemple. Vous avez toujours voulu créer une identité qui vous était propre dès le lancement pour vous distinguer de la concurrence. Est-ce que c'est une stratégie de votre part ou ça c'est venu naturellement ? Alors c'est venu plutôt naturellement dans le sens où on a voulu aussi faire un lieu à notre image avec Guillaume et à l'image d'ailleurs de notre équipe. Mais bien sûr, ça rentre aussi dans une stratégie où aujourd'hui on se rend compte que en étant justement sincère avec les gens et de créer des lieux qui soient à la fois assez simples mais qui proposent une expérience assez poussée, on arrive à conquérir pas mal de public, un public aussi assez large, parce qu'aujourd'hui on a aussi bien des étudiants, des jeunes actifs et des grands-parents qui viennent même d'ailleurs le week-end sur notre site avec leurs enfants pour passer un moment, notamment dans un igloo par exemple pour partager une raclette. C'est vrai que c'est vraiment sympa, c'est convivial, mais j'ai pas encore eu la chance de voir des grands-parents à la friche. Mais justement, vous disiez tout à l'heure que vous mettiez la street food à l'honneur dans ces lieux-là. Vous dites que c'est pour vous toucher tous les publics, mais la street food est particulièrement quand même peu chère. C'est pas un restaurant. Est-ce que du coup c'est une stratégie pour attirer un public plus étudiant ou c'est encore une fois
un amour de la street food. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans cette cuisine et que vous voulez mettre en avant? Justement, c'est une cuisine qui est sans chichi, donc honnêtement, c'est aussi quelque chose qui est plus accessible. Aujourd'hui, la street food elle a quand même bien progressé par rapport à il y a une dizaine d'années où on était sur des produits qui étaient vraiment souvent basiques, souvent peu travaillés. Là, on arrive vraiment à des choses beaucoup plus poussées avec des produits artisanaux. On arrive aussi à avoir des beaux produits locaux qui sont vendus en street food dans des prix raisonnables, du coup autour des 10-12 euros. Et ce qui en fait ben, un produit qui est assez tout public. Alors bien sûr, c'est sûr que les grands-parents, ils ont moins l'habitude de manger de la street food. Après, on n'est pas non plus dans une cible purement étudiante. Notre cible principale, honnêtement, c'est plus les 25-40 ans. Ça, c'est notre cœur de cible. On touche un peu d'étudiants, on touche un peu de grands-parents, mais ça reste quand même le jeune actif qui a envie juste de trouver un lieu pour sortir avec ou sans ses enfants d'ailleurs, pour partager un moment avec ses amis ou sa famille. Oui, et du coup, vous parlez de la nourriture locale, des produits locaux, de la déconstruction tout à l'heure. Donc vous êtes dans une démarche quand même assez écologique. C'est des valeurs que vous portez et que vous essayez de retranscrire dans la friche en fait. Oui, ben, je pense que c'est des valeurs partagées par beaucoup de monde aujourd'hui. Donc on va dire on n'est pas les plus différenciants là-dessus, mais c'est sûr que comme tout le monde, je pense qu'on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice et justement essayer de respecter un petit peu plus la planète. Après, voilà, on a des efforts à faire sur tout et on essaye tous les jours de travailler là-dessus pour améliorer encore plus l'efficacité énergétique, on va dire, du lieu, mais tout en gardant un côté très expérientiel pour les gens. C'est ça qu'on essaie de mettre en avant, mais en tout cas, travailler avec des fournisseurs locaux, et j'ai envie de dire pas simplement dans nos produits alimentaires, mais dans les prestataires qu'on peut trouver en termes de nos fournisseurs pour les travaux, pour les produits d'hygiène, on essaie de travailler un maximum avec un vivier local pour faire déjà vivre les emplois dans la région et aussi en termes de transport, ça limite un peu plus. C'est vrai que c'est super de favoriser les circuits courts, mais c'est pas quelque chose sur lequel vous communiquez énormément. Même en faisant mes recherches sur la friche, c'est pas un argument de vente en fait que vous allez mettre en avant pour dire d'être écolo. Vous le faites plus par démarche personnelle. Ouais, exactement. Ouais. D'ailleurs, justement, en parlant de dépenses énergétiques, c'est assez incongru de voir un lieu totalement en extérieur dans le nord de la France parce qu'on connaît la météo et le pari risqué que ça représente. Pourquoi du coup vous avez voulu vous conforter dans cette idée qui restait quand même, c'est ça, assez risqué au début, qui y était un peu jamais vu. Et est-ce que ça pose certains problèmes justement par rapport à l'énergie dépensée, notamment en hiver par exemple? Alors oui, c'est vrai que ça a été un gros challenge parce que clairement, un lieu en plein air à Lille en hiver, il y a déjà beaucoup de paradoxes. Mais c'est vrai que le système qu'on a mis en place avec des igloos, des télécabines et des espaces chauffés avec des bâches qui ont été installées par Norbache d'ailleurs, un de nos fournisseurs. L'objectif, voilà, ça a été de pouvoir recréer des petites bulles au lieu en fait de mettre un toit sur le site et de vouloir essayer de chauffer cet espace qui était quand même avec un volume d'air très impressionnant. On a plutôt essayé de chauffer localement et donc finalement ça fait des petites zones de 7-8 mètres carrés à chauffer, donc ça ne demande pas un énorme chauffage et en fait même presque la chaleur humaine fait le travail de 8 personnes dans un igloo, plus un petit chauffage ou un appareil à raclette, ça suffit pour passer une soirée au chaud. Du coup c'est comme ça en fait qu'on a pensé un peu le lieu pour avoir une exploitation possible en hiver et sans tomber dans le système où on doit en fait tout recouvrir et finalement mettre un système de chauffage beaucoup plus poussé. Oui, puis c'est vrai aussi que c'est sur ça que vous vous distinguez. Je pense notamment en été, il y a très peu de lieux du coup dans le nord qui ont fait ce pari-là et très peu de terrasses aussi grandes en fait en plein air. Et c'est vrai que c'est agréable de se retrouver du coup à la friche. Je voulais revenir un petit peu plus sur la jeunesse du projet et où est-ce que vous avez eu l'inspiration de ce type de lieu? Est-ce que vous avez eu une idée, c'était une illumination ou vous vous êtes inspiré de quelque chose qui existait déjà? Alors, ouais, on a clairement, on n'a pas eu l'illumination un matin, mais ça vient un petit peu plus tranquillement. En fait, c'est chacun avec Guillaume, on va dire vraiment chacun de son côté. C'est pendant nos expériences à l'étranger. Guillaume, lui, il est parti à Singapour, au Mexique. Moi, je suis parti vivre à Londres.
et j'ai aussi fait une expérience au Pérou. Et en fait, on voyait à chaque fois dans ces villes à l'étranger que on avait des lieux de vie dans lesquels on avait la possibilité d'aller manger dans différents corners. Il y avait une sorte d'atmosphère qui régnait, qui était hyper conviviale, hyper sympa. Donc on a pioché un peu les bonnes idées des différents lieux dans lesquels on avait été, aussi pour le ramener au goût des Français, parce qu'on n'a quand même pas la même culture. Mais voilà, en essayant d'y mettre aussi une dose de divertissement un peu plus poussée, parce que souvent c'est juste des food halls dans lesquels on peut manger dans différents endroits. Mais là, on a vraiment voulu porter déjà aussi le côté bar, le côté jeu, sur lequel on peut passer un peu plus de temps sur le site, profiter un peu plus longtemps. Parce que c'est vrai qu'on se faisait le constat avec Guillaume qu'à un moment, on a fini de manger avec ses copains, on a bu une bière ou deux, on sait, enfin, parfois on sait plus trop quoi se dire, on s'est déjà vu plusieurs fois dans la semaine, donc aller faire une petite partie de pétanque ou là en hiver aller faire une partie de curling, ça permet de passer un peu plus de temps avec ses copains. On a même des jeux de société, donc on peut faire pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est assez sympa. On essaie de dynamiser aussi avec des événements assez fréquents. Et ça, c'est vrai qu'on l'a vu aussi, on s'inspire beaucoup sur les événements des lieux qui nous inspirent d'ailleurs à l'étranger. On essaie d'aller choper des idées comme ça, à droite à gauche, ah bah ça, ils ont fait un spectacle comme ça avait l'air sympa. On va essayer de reproduire ça à Lille ou à Toulouse. Et c'est vrai que c'est des bonnes sources d'inspiration. Ouais, vous avez un petit peu mélangé les cultures et ramené la petite touche française qui fait que c'est assez adaptable parce que c'est vrai que je me suis déjà rendue en Asie par exemple et la street food s'est vraiment développée là-bas et comme on l'a dit tout à l'heure en France, pour peu que les personnes aient passé un petit peu la cinquantaine, c'est moins quelque chose qui est institutionnalisé. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez parlé donc de Toulouse. Pourquoi vous avez choisi cette ville? Est-ce que il y a des raisons particulières qui ont motivé ce choix, comme le choix de s'installer à Lille d'ailleurs? Est-ce que c'était une raison particulière? Et est-ce que du coup c'est une volonté de la friche de commencer à ouvrir plusieurs lieux partout en France, voire même à l'étranger, hein, Alors, oui, ce serait toujours intéressant. Mais en réalité, en fait, on a choisi Toulouse parce que Guillaume, il est toulousain à la base. Comme on avait choisi Lille parce que j'étais originaire de Lille à la base. Et donc, c'est vrai qu'on a eu une première opportunité à Lille. Donc, Guillaume était venu habiter à Lille pour voilà, développer le premier lieu. Le deuxième lieu, on avait dit, bah, voilà, avec Guillaume, on s'était mis d'accord comme quoi il fallait le monter sur Toulouse pour justement que lui, ses envies personnelles puissent suivre. Et finalement, bon, du coup, ça s'y prête très bien. C'est des lieux qui demandent aussi vraiment d'être en contact avec beaucoup d'interlocuteurs différents. Donc, il faut vraiment créer tout un réseau local, aussi bien pour les artistes, pour les fournisseurs, les différents intervenants aussi sur la partie restauration, puisque c'est des restaurants indépendants. Et du coup, c'est vrai qu'on est un peu dans l'obligation de bien connaître quand même sa région. Et donc Lille, Toulouse s'y prêtaient bien. Aujourd'hui, nous, se monter sur d'autres villes, c'est pas forcément notre priorité. On a d'autres projets déjà en cours d'études sur la métropole lilloise. On va aussi essayer d'en développer d'autres sur la ville de Toulouse. C'est plutôt ça aujourd'hui notre stratégie. Maintenant, voilà, bien sûr, on réfléchit à chaque projet un par un et voilà, l'objectif en tout cas, c'est pas d'en mettre à Lyon, Marseille, Bordeaux, sur des villes qu'on connaît beaucoup moins. C'est vraiment d'aller explorer un peu plus nos régions respectives. Oui, c'est ça. En fait, vous voulez quand même garder l'aspect très personnel de votre projet et du coup continuer de le développer dans vos régions d'origine. C'est ça. Et du coup, pour revenir peut-être un petit peu sur votre parcours, comment vous en êtes arrivé du coup à travailler ensemble, à travailler sur la friche? Est-ce que vous avez eu des expériences passées ou vos études qui vous ont un peu amené sur ce terrain-là? Alors oui, Guillaume, moi je l'ai rencontré en dernière année d'école. Donc on a monté le projet à l'incubateur et en fait on a été mis en relation par une amie qu'on avait en commun voilà, qui avait entendu chacun de nous parler de son projet et finalement ça coïncidait assez bien. Mais voilà, on s'est rencontrés en école, on a fait une école de commerce, donc l'école de commerce de Neoma Business School à Rouen. Et, euh, et voilà, finalement, on s'est un peu tapé dans la main à la sortie d'école en disant, bon, on voit ce qu'on fait, on essaie chacun de trouver un lieu. Donc Guillaume, lui, cherchait à Paris à la base, parce qu'il était sur Paris, et moi, je cherchais sur Lille. Et voilà, finalement, on a eu une piste un peu plus sérieuse sur Lille, donc on a avancé à deux sur Lille.
finalement, on s'est appelé tous les jours. On était tout le temps à essayer de monter le projet. On a chacun un peu bossé. Moi, j'ai bossé un peu au comptoir volant dans le resto du Vieux-Lille lorsqu'il le lançait. Guillaume, lui, il a bossé pour un bar du musée de la Monnaie de Paris, voilà, pour se mettre aussi un petit peu dans l'esprit de la restauration. On avait chacun un peu bossé déjà en restauration, mais ça permettait vraiment de concrétiser un peu plus ce projet. Et ensuite, on a monté le lieu de l'île Five, qui était notre premier lieu expérimental. D'ailleurs, sur 6 mois, un premier été, on a refait un deuxième été et ensuite on a monté le lieu de marque. Mais justement, c'est pas difficile au bout d'un moment de lâcher le projet après seulement 6 mois, parce que c'est vrai que ça peut sembler un peu précoce pour autant de travail, de devoir à chaque fois déménager. Est-ce que là, justement, ça va être le cas pour la friche de Marc et la friche de Toulouse, de devoir se séparer du lieu qui a été investi? Alors c'est vrai que c'est un peu le pari, on s'est lancé là au début en se disant, bon, on savait que le premier lieu de suivre, on n'allait pas pouvoir le garder. Euh, Maintenant, ça a été une super expérience pour nous. Ça aussi a permis de combler beaucoup de failles qu'on avait dans le concept. Donc là, on est beaucoup plus serein aujourd'hui sur l'ouverture d'un nouveau lieu. C'est des lieux aussi, il faut les accepter. C'est des lieux qui sont en transition ou qui sont en tout cas en reconversion sur certains emplacements. Donc à nous de définir aujourd'hui si le lieu en vaut suffisamment la chandelle pour être pris, si c'est sur une durée limitée. Par contre, par exemple à Toulouse, nous on a pris un vrai bail commercial, donc là on est vraiment sur une durée beaucoup plus longue. Euh, et donc là on peut s'implanter sur un long terme. Sur Marc en Barœul, aujourd'hui, là on est présent à minima 3 ans, on verra ce qu'il en est sur la suite. Mais c'est vrai que on étudie chaque lieu est vraiment unique, donc il mérite toute une attention particulière et voir si en tout cas ça vaut le coup de l'exploiter pour une durée définie en fonction du propriétaire. C'est vrai que ça doit être difficile, un vrai challenge de s'adapter tout le temps en permanence. Et même d'ailleurs pour vous adapter donc aux équipes, vous parlez de restaurateurs indépendants. Pareil, comment ça se passe au niveau du management, vu qu'ils gardent une certaine part d'autonomie pour qu'ils restent, qu'ils continuent d'être là, comment ils sont démarchés, etc. Alors, c'est vrai que dès qu'on arrive dans une nouvelle ville, comme on a eu le cas sur l'île Five au début ou sur Toulouse, c'est vrai que c'est nous, on va vraiment démarcher chaque restaurateur pour les convaincre du projet. Et ensuite, on va dire, normalement, le projet auto-convainc les restaurateurs. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt sollicité par des restaurants. Donc c'est une bonne chose. La gestion, après, ensuite, c'est vraiment, nous, on leur met à disposition un container aménagé ou un stand aménagé avec une base de matériel, vraiment le basique, et eux ensuite ils viennent apporter leur matériel avec les appareils de cuisson, les appareils spécifiques à leur activité, et ensuite voilà, on a un contrat avec eux tout simplement pour qu'ils y ait vraiment, qu'ils rentrent aussi dans la bonne dynamique, parce qu'on veut vraiment que ce soit un lieu assez convivial, assez familial, y compris pour les différents prestataires et nos équipes. Donc voilà, on met en place certaines règles pour que ce soit le cas. C'est vraiment l'ambiance qui est chaleureuse qui prime à la friche. Justement, pour reparler un petit peu des lieux, que ce soit à Toulouse ou à Lille, ils sont à chaque fois assez excentrés des centres-villes. Est-ce que du coup ça a été un challenge de devoir peut-être investir davantage dans une campagne de communication pour ramener le public lillois, ou alors à l'inverse, c'est pas une cible que vous essayez d'atteindre, vous essayez plus peut-être d'avoir les habitants des périphéries qui n'ont pas forcément accès directement au centre-ville. On sait que maintenant, par exemple, on essaye d'éviter les voitures en centre-ville, donc ça décourage pas mal de monde. Est-ce que du coup la friche c'est une alternative? Alors oui, je pense aujourd'hui la friche c'est une vraie alternative à ça justement, au centre-ville qui sont un peu bondés aujourd'hui, qui reste tout à fait intéressant en termes de concept. Il y a énormément de concepts dans le centre-ville. Néanmoins, il y a en effet beaucoup de gens qui se baladent en voiture et qui ont plus de mal aujourd'hui à venir sur le centre de l'île. Donc ça c'est une vraie alternative. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'avoir énormément de Lillois, nous, qui viennent à la friche. Des Lillois du centre, tout simplement, qui veulent aussi une expérience différente des concepts du centre. Donc, finalement, je trouve que c'est assez complémentaire entre les deux types de lieux, des lieux du centre-ville ou des lieux en périphérie. Nous, en tout cas, c'est sûr que ça a été un challenge sur la communication, parce qu'il faut avoir quelque chose de suffisamment fort en termes de concept pour que les gens du centre-ville viennent nous voir.
Et idem que les gens du quartier, finalement, parce que honnêtement, on a une grosse clientèle du quartier également, qu'eux, ils ne soient pas tentés d'aller dans le centre-ville parce qu'ils trouvent que le centre-ville de Lille, en tout cas, est plus intéressant, quoi. Donc on joue vraiment là-dessus. On joue sur un concept assez fort justement pour se dire que on arrive à capter la clientèle qui est dans le quartier et également attirer de temps en temps la clientèle du centre-ville. Oui, c'est ça, il y a vraiment un double enjeu. En fait, au final, les deux dynamiques se rejoignent. J'imagine que quand vous avez choisi Marc en Barœul, c'était aussi un choix stratégique, pas que pour le lieu qui vous a plu, mais pour toute la clientèle que vous pouviez ramener, les Marquois et les Madelénois, par exemple. Tout à fait, ouais, exactement. Est-ce que vous auriez, par exemple, un contenu à recommander à nos auditeurs, quelque chose qui vous a marqué? Ça peut être n'importe quoi, un livre, un podcast, une série, un film, qui vous a donc peut-être vous marqué personnellement ou qui a marqué votre carrière. C'est une question difficile, je sais. Ouais, non mais carrément. Après, moi, c'est un gros classique des livres de gestion, mais moi, j'adore La semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Voilà, c'est gros classique. Bon, c'est un peu vieillot maintenant aujourd'hui, mais enfin, je le recommande en tout cas à toutes les personnes qui veulent monter une boîte aujourd'hui, ou même d'ailleurs qui sont employés. Aujourd'hui, c'est un livre qui permet d'avoir une vision assez intéressante des entreprises. Oui, honnêtement, il y a une multitude de contenus, donc, mais bon, en tout cas, voilà, je mettrai celui-là en avant. Et est-ce que du coup vous auriez peut-être des conseils pour tous ces étudiants donc, qui sont à l'IE? Donc nous c'est ça, on étudie, donc par exemple moi dans ma filière c'est le management, et qui du coup souhaiteraient peut-être lancer eux aussi leur projet. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, des choses à mettre en garde que vous aimeriez leur communiquer aujourd'hui? Alors, ben, ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il faut être patient. Quand on a une idée, en tout cas, pour créer son entreprise, il n'y a rien qui peut se faire en 6 mois. Bien sûr, par contre, on peut voir des avancées réelles en 6 mois. Mais c'est vrai que nous, avec Guillaume, on avait pas mal d'ambition parce que c'est vrai que c'était un lieu comme la Friche, c'est des lieux qui demandent des investissements assez lourds et où on n'avait pas forcément d'argent nous, de notre côté. Donc, on a dû trouver des parades, en tout cas, pour quand même pouvoir monter ce type de projet sans le financement énorme. Euh, mais en fait, simplement, en travaillant, on arrive à comprendre beaucoup mieux son marché, à comprendre quelles vont être aussi les attentes des clients, aussi tout simplement les partenaires du projet, comment on arrive à les convaincre et à les emmener vers notre projet. Mais tout ça, en fait, ça prend du temps. Ça demande aussi tout simplement en fait, des compétences, donc de développer des compétences. Et c'est sûr que parfois, on a une idée en tête bien précise. Il va falloir mettre 1, 2, 3 ans de maturité pour la mettre en place. Mais le principal, en fait, c'est vraiment de sortir ses tripes et de se dire, voilà, qu'est-ce qui il me donnera envie demain de me lever le matin. Si c'est ça, si c'est mon idée là, cette idée-là, et finalement, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc, en fait, je vais peut-être passer par des chemins de formation. Par exemple, moi, personnellement, je suis sorti d'école. J'ai commencé au comptoir volant en tant qu'équipier dans le food truck. Ensuite, j'ai vu tous les postes dans le food truck. Ensuite, je suis allé au restaurant. C'est à partir du restaurant. J'ai vu aussi tout le montage, en tout cas la fin du montage des travaux du restaurant, etc. C'était une période hyper enrichissante qui n'était pas du tout finalement le travail que je fais aujourd'hui. Mais en réalité, ça m'a permis de vraiment bien comprendre les ficelles de cette partie-là du secteur. Et aujourd'hui, si j'avais pas compris ça, je pourrais absolument pas monter sereinement un lieu dans lequel on va accueillir des restaurants. Donc c'était vraiment hyper important de faire ça. Et donc c'était une compétence voilà, qui a été développée pour aujourd'hui avoir justement une clé en plus dans le montage du projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, je pense, de se dire mon projet, j'ai une idée bien précise en tête, quelles sont les compétences que je dois acquérir avant de pouvoir le monter sereinement. Et nous, c'est vrai qu'avec Guillaume, si on avait eu la possibilité de le monter juste après l'école, peut-être qu'on l'aurait fait, mais ça aurait été une erreur de notre part parce qu'on n'aurait pas bien compris certaines ficelles du métier. Idem pour Guillaume qui a vraiment masterisé la partie bar.
Ça a été hyper important. On n'était pas mauvais, je pense, en com, en gestion événementielle, etc., parce que notre formation nous le permettait. Mais il nous manquait des cordes à notre arc pour avancer sereinement. Et ces expériences-là nous ont permis de le faire. C'est vraiment l'importance des expériences de terrain au final qui sont le meilleur renseignement, en tout cas qui viennent en complément de la formation qu'on peut suivre dans nos écoles respectives. Tout à fait. Ça me permet justement de faire une très bonne transition pour la question signature du podcast. Qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon manager? Alors, un bon manager, justement, c'est quelqu'un qui comprend le métier de ses équipes. C'est-à-dire que le manager qui a jamais travaillé à la place de ses équipiers, il peut pas comprendre comment ça fonctionne. Donc ça déjà c'est un premier point. Et ensuite, c'est bien, ça donnera. Je crois que c'est Kenneth Blanchard le nom, c'est le Manager Minute, ça s'appelle, c'est un livre. Deuxième assez ressource. rapide à lire en plus. Voilà, deuxième ressource. Et en fait, tout simplement, c'est quelqu'un aussi qui donne des objectifs précis à ses équipes et voilà, des objectifs bien précis, atteignables et justement qui fait des feedbacks assez récurrents pour savoir si l'objectif il est plutôt en passe d'être atteint ou tout simplement s'il y a un problème, une difficulté. Nous honnêtement, on se rend compte tous les jours avec Guillaume, on a énormément de sollicitations. On a l'impression d'être débordé tous les jours et en fait c'est hyper important de quand même prendre son temps quand on doit donner une mission à quelqu'un, parce que si on ne prend pas ce temps-là, de bien comprendre si la personne a déjà compris, si l'objectif il est bien défini et voilà, s'il y a des difficultés en termes de compétences pour atteindre l'objectif, parce que sinon en fait on se rend compte que ça va nous demander de repasser derrière et finalement de reprendre du temps dessus. Donc si on délègue mal une mission, derrière ça nous revient en boomerang tout de suite, quoi. Donc aujourd'hui le bon manager il doit bien faire attention à ça pour que justement se libérer du temps et avoir plus de temps pour faire ses tâches à lui et en même temps continuer à faire développer et progresser ses équipes vers la suite du projet, quoi. Un manager doit vraiment écouter et accompagner ses équipes plutôt que de se positionner, on va dire, en amont et de même pas les consulter. C'est ça, exactement. Je vous remercie beaucoup, Philippe, de nous avoir accordé de votre temps pour échanger avec nous. Ça nous a permis d'en connaître un peu davantage sur la friche, sur son histoire, son fonctionnement et ses ambitions. Et on se retrouve très prochainement pour un épisode du Spotlight.